Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Amoco Cadiz, Drummond Castle, U767 ou ZI24, ce sont quelques-unes des centaines d'épaves que l'on trouve sur le littoral breton. Un patrimoine sous-marin singulier qui fascine les plongeurs, mais aussi les archéologues et les historiens. TBO vous propose de plonger dans l'histoire de ces épaves avec le documentaire Nos mémoires enfouies, diffusé ce jeudi 10 mars à 20h45. Nos invités ont participé à ce film du réalisateur Christian Roche. Jacques Lelay, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes plongeur, caméraman et vous signez les images sous-marines de ce documentaire. Anne Oyoberi, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, membre de l'ADRAMAR, c'est l'association de développement et de recherche en archéologie maritime. Et on évoque ensemble ce film qui nous plonge dans la mémoire maritime. Et puis nous accueillons également sur ce plateau Pierre Madec. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous organisez dimanche la 5e édition de Pénard BD, le salon de la bande dessinée et du disque qui se tient au pavillon à Quimper. On détaille tout cela dans l'Instant Culture en fin d'émission. Enfin, Camille Pochet est avec nous également. Bonjour Camille. Bonjour. Alors vous nous parlez aujourd'hui des ports finistériens et de leur future gestion. Et il y a des remous du côté de Concarneau. Vous nous expliquez tout cela dans un instant. Mais avant, faisons le point sur l'actualité de ce mercredi 9 mars dans le Finistère. Des arbres arrachés, un canot de la SNSM à la dérive à Molène, des préfabriqués à terre. Le fort coup de vent de ce mercredi sur le Finistère a provoqué des dégâts matériels. Ça a soufflé fort avec des pointes de vent à 139 km/h en rafale relevées à Camaret à la mi-journée. Le point avec Frédéric Lorenzo. Le vent a soufflé fort, même très fort. Ces dernières heures à Brest, on a évité le pire. Ces cabanes de chantier n'ont pas résisté à la prise au vent. Elles ont basculé sur la chaussée à quelques petits centimètres des voitures en stationnement. 2 ouvriers ont été blessés lors de la chute de ces structures. Dans le sud du département, à Ergué, sur la route d'Élian, un arbre est tombé sur la chaussée. Dans sa chute, il a endommagé une ligne électrique. Les services de RDF et de la DIR Ouest ont rapidement évacué les troncs pour libérer cet axe et rétablir le courant. La forte marée a fait monter le niveau de l'eau dans le port de Morlaix où les bateaux flottaient au niveau des trottoirs. La mer très forte a réservé son lot de surprises. L'équipage de la SNSM à Molène a eu une mauvaise surprise ce mercredi matin. Le patron du canot de Jean Cam raconte. Et il y a un qui a appelé le président pour demander où on était et nous a dit que, lui a répondu qu'en principe on n'était pas sorti, donc le canot aurait dû être à sa place, quoi. Donc là, ça a été le grand chambardement entre les gens de l'île et l'équipage, bien sûr, tous les sympathisants SNSM. On a cherché un peu partout et là où on était susceptible peut-être de le retrouver brisé à la côte où on savait trop rien. Et finalement, comme on n'a rien vu autour de chez nous, entre-temps, le président avait appelé le CROSS. Finalement, peu avant 11 h, le caïman de l'Envéoc retrouve le canot à la dérive à une vingtaine de kilomètres au sud de Molène. L'Abeille Bourbon prend le canot en remorque et 2 équipiers de Molène sont élitreillés à bord du remorqueur, puis transférés sur la vedette de sauvetage. Le canot a rejoint Brest pour une inspection en règle ce mercredi soir. Et il en est un qui était aux premières loges pour profiter du spectacle offert par la mer déchaînée. C'est Marc Pointu, bien sûr. Notre Robinson, exilé volontaire sur l'îlot Thévenec, au large de la Pointe du Raz, a assisté à ce fort coup de vent. On le découvre dans l'Instant Thévenec. Alors la voici, la tempête annoncée hier par la Grande Houle. Aujourd'hui, c'est force 10, mer très forte. Spectacle grandiose, très grande houle, très puissante et évidemment nous sommes au cœur des événements, là, au cœur de la nature. Donc on va faire une petite sortie au vent. Il n'y aura plus de commentaires parce que ce ne sera pas possible et je dois dire que je profite de ce spectacle extraordinaire que la nature offre. Évidemment, c'est une chance de pouvoir être au cœur d'un coup de temps de ce genre à partir de Thévenec. Alors d'avance, je vous dis à bientôt pour la suite de la découverte de ces lieux extraordinaires et profitez bien du spectacle.
Et rappelons que Marc Pointu est isolé durant 2 mois dans la maison phare de Tvénec pour sensibiliser sur l'état des phares en mer et sauvegarder le patrimoine maritime. Dans l'actualité de ce mercredi également, la mobilisation contre le projet de loi travail porté par la ministre Myriam El Khomri. Près de 6000 personnes ont manifesté dans le Finistère, à Carhaix, Morlaix, Quimperlé, Quimper ou encore à Brest où l'on comptait beaucoup de jeunes dans le cortège. Le reportage de Morgane Lincy. 4000 personnes se sont rassemblées place de la Liberté à Brest ce mercredi avant de défiler dans les rues de la ville. À l'origine de ce mouvement, l'intersyndicale CGT, FO, UNSA, Solidaire et UNEF, rejointes par d'autres formations politiques de gauche. Pour l'instant, nous, ce qui nous inquiète surtout, c'est que cette loi travail sur les salariés du privé, et notamment pour les jeunes, c'est pas la bonne chose, c'est une régression totale au niveau social. Voilà. Dans le cortège, pas seulement des salariés. Ces 2 jeunes diplômées en architecture s'opposent elles aussi à la réforme. Depuis septembre, elles n'arrivent pas à s'insérer dans le monde du travail. On enchaîne les entretiens d'embauche à tout bout de champ, on se fait mener par le bout du nez avec des propositions de stage, des CDD à 2 balles, voire parfois rien du tout. Il y a aussi des gens qui ne cherchent absolument pas à embaucher. Cette loi va pas changer grand chose pour eux, ils vont continuer à taper sur des trucs hyper précaires et c'est pas en précarisant davantage le travail que ça va aider les gens à avoir du travail. On va juste aggraver la situation. De nombreux étudiants étaient aussi présents pour contester la réforme. C'est pas comme s'il y avait une seule mesure ou une seule réforme d'un seul coup. Là, c'est tout d'un coup. Ils sont en train de balancer à la poubelle tous les acquis sociaux qu'on a, quoi. Dans le Finistère, de nombreuses villes ont suivi le mouvement. Ils étaient 1 000 à Quimper, 600 à Morlaix et Quimperlé, ou encore une centaine à Carhaix. On s'intéresse à présent à l'avenir des ports du Finistère, département ou région. Qui va les gérer à partir du 1er janvier 2017 ? C'est l'interrogation du moment, Camille. Oui, tout à fait. Alors pour le moment, c'est le département qui détient la compétence et la gestion d'aménagement sur 15 ports finistériens. Et la région pourrait prendre la main au 1er janvier 2017. Alors depuis l'adoption de la loi NOTRe qui concerne l'aménagement du territoire, les départements peuvent demander à rester compétents sur les ports. Les élus du conseil départemental ont adopté ce lundi à l'unanimité un plan pour les ports finistériens. Si certains seront cédés à la région, le Finistère veut garder les ports de Cornouailles sous son aile. Alors ça concerne Douarnenez, Audierne-Plouhinec, Saint-Guénot-les-Pins-Marts, Le Guilvinec-les-Chiagat, Plobanalec-les-Sconil, Loctudy-Iltudy et Concarneau. Alors 7 ports cornouaillais, tous d'accord pour rester des ports départementaux, tous sauf Concarneau. Et justement, vous êtes rendu sur place et on regarde votre reportage. Le sort de Concarneau fait débat. Le port pourrait bientôt changer de propriétaire. Il est pour l'instant géré par le conseil départemental du Finistère qui souhaite garder la main sur Concarneau comme sur les 6 autres ports de Cornouailles. C'est un enjeu de développement économique et territorial et social. Ces ports forment un tout, c'est ce qu'on appelle la Cornouaille, avec des ports qui aujourd'hui sont extrêmement complémentaires. Vous avez des ports de pêche hauturière, c'est le Guilvinec, vous avez un port de petite pêche côtière qui est devenu Concarneau, vous avez des ports, vous avez plutôt du poisson bleu. Ça constitue la première place de pêche fraîche en France, c'est important. Pourtant, la municipalité de Concarneau, comme les acteurs économiques du port, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent passer sous le giron de la région. Et il est vrai que Concarneau se singularise par rapport aux autres ports du département, de la Cornouaille en particulier, parce que l'activité dominante ici, c'est la construction et la réparation navale, qui rassemble 1000 emplois sur le port de Concarneau. Et évidemment, il y a une concurrence directe entre les ports régionaux que sont Brest, Lorient, voire Saint-Malo, et qu'aujourd'hui, Concarneau doit s'inscrire dans cette démarche régionale, puisque la région a la compétence économique, entre autres. Le Conseil régional de Bretagne va lui aussi demander à être le propriétaire du port de Concarneau. Pourtant, la municipalité en convient, les ports cornouaillais forment un tout. Pas question de renoncer à travailler ensemble. Il me semble qu'une SEM cornouaillaise, par exemple, en ce qui concerne la pêche, va tout à fait dans le bon sens. Pour le conseil départemental, Concarneau n'est pas dissociable des ports de Cornouailles. Région et département devront donc se mettre d'accord sur ce port qui crée la discorde. Alors Camille, quelle est la position de la région concernant le port de Concarneau ? Alors pour la région, c'est clair, elle va demander à obtenir la compétence de tous les ports bretons, y compris Concarneau. Alors on a vu que ce cas-là est conflictuel, mais d'autres sont beaucoup plus évidents. La région va par exemple récupérer la mission de desserte des îles.
Il est donc logique que les ports du Conquet et d'Audierne tombent sous son giron, tout comme les ports situés sur les îles de Bas, de Molène, d'Ouessant ou de Saint. Alors Roscoff-Bloscon passera également à la région. C'est son activité commerciale prédominante qui fait pencher la balance vers une compétence régionale et plus départementale. Alors qu'est-ce que ça change concrètement que les ports appartiennent à la région ou au département ? Ça leur permet de construire des réseaux, des interactions privilégiées entre les ports, comme entre les ports de Brest, Lorient et Saint-Malo, qui sont déjà sous le giron régional. Et en plus, les financements publics alloués aux ports sont différents en fonction des collectivités qui les gèrent. La région, par exemple, peut demander des aides financières pour la pêche et le département ne peut pas. Et quand est-ce que ces ports changeront de cap et seront fixés sur leur sort alors ? Les collectivités peuvent demander à être compétentes sur les ports départementaux jusqu'à fin mars. Et ce sera le préfet de région qui aura le dernier mot. La décision prendra effet au 1er janvier 2017. Eh bien, à suivre. Alors, merci beaucoup, Camille. Et puis, les Brestois vont pouvoir découvrir début avril les futures cabines du téléphérique qui alimentera le plateau des Capucins au départ du Batiam. Elles sont actuellement en fabrication en Suisse, découvertes en avant-première avec David Cormier et Frédéric Lorenzon. Au pied des montagnes suisses, à 1300 km de la Pointe-Bretagne, dans cette usine de Flums, les ouvriers fabriquent les pièces du futur téléphérique de Brest. Actuellement, on est en plein dans la fabrication du projet de Brest. Donc certaines pièces sont déjà parties, puisqu'elles sont déjà à Brest, et d'autres sont encore largement dans les ateliers, ou ici, comme on est en train de les voir derrière, en phase de pré-montage. Une fabrication d'habitude destinée aux stations de haute montagne, la délégation brestoise découvre le mécano géant et des pièces destinées à soutenir le câble de 460 mètres de long qui traversera la Pinfeld entre la rue de Siam et le plateau des Capucins. Alors ça, c'est un sabot d'appui de câble. C'est une pièce qui porte en fait le câble du téléphérique qui sont composés d'un câble tracteur qui roule sur des galets qui sont situés en dessous de nous là, et d'un câble porteur qui lui repose dans cet appui en bronze. Alors évidemment, transporter des passagers à 60 mètres de hauteur, suspendus à un câble, s'accompagne d'un grand soin pour la sécurité. Contrôle de matière, contrôle de soudure et contrôle visuel de l'ensemble des pièces. À cela s'ajoute tout un contrôle extérieur qui est fait par un organisme qu'on appelle un organisme notifié, qui va faire le marquage CE des pièces. Et ça, c'est un organisme qui vient une fois par semaine dans l'atelier. Le téléphérique de Brest doit entrer en service après l'été. Lors de son passage au-dessus de la base navale, les parois des cabines deviendront opaques grâce à cette vitre spéciale. L'une des cabines du téléphérique de Brest sera exposée les 9 et 10 avril prochains à proximité de la gare de départ, au bas de la rue de Siam. Allez, on plonge dans nos mémoires enfouies à la découverte des épaves bretonnes en compagnie de nos invités. TBO diffuse ce jeudi 10 mars à 20h45 le documentaire de Christian Roche baptisé Nos mémoires enfouies. Jacques Lelay, vous êtes plongeur, caméraman et vous signez les images sous-marines de ce film. Anne Oyoberi, vous êtes archéologue à la Dramar, c'est l'association de développement et de recherche en archéologie maritime basée à Saint-Malo. Et vous explorez les épaves du littoral breton. Est-ce que l'on a une idée du nombre d'épaves qui jalonnent le littoral breton justement ? Jacques ou Anne? Ouais, je sais pas. Alors c'est. Il n'y a pas de recensement précis qui a été. Non, on doit être dans les 500, peut-être 1 millier, je sais pas. Non, on n'a pas de recensement précis. Enfin, moi, j'ai pas d'informations. En termes d'archéologie, nous, on a la carte archéologique, donc qui est faite par l'État et qui recense le nombre d'épaves, mais on ne fait pas un passage systématique de toutes les surfaces, ce qui fait qu'il peut y avoir des épaves qui n'ont pas encore été répertoriées et qui vont l'être prochainement. Donc on tablerait autour d'un petit 5000 épaves, mais ça reste approximatif. Alors dans ce film, on découvre 4 épaves, celle de la Mococadis à Port-Salle dans le Finistère, le Drummond Castle dans l'archipel de Molène, le sous-marin allemand U-767 à Penvénan dans les Côtes-d'Armor et ZI-24 près du barrage de la Rance, des bâtiments du XVIIe siècle à la fin du XXe. C'est une manière de balayer l'histoire en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça qui est fantastique dans ce domaine-là de l'archéologie, c'est qu'il faut être ouvert à tout et du coup on voit toutes les périodes, on commence même à la préhistoire, jusqu'aux périodes contemporaines. Donc oui, il faut être très large. Et puis de différents bâtiments aussi, parce qu'on passe des bâtiments de la guerre, des bâtiments de la Moco qui transportent du pétrole, même bâtiments modernes, et puis
Ouais, les matériaux aussi. Les matériaux sont complètement différents, les constructions. Et tout à fait. Jacques, vous filmez les épaves bretonnes depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous fascine, vous? Moi, ce qui me fascine, c'est que je suis marin à la base, donc j'allie les deux. C'est vrai que j'avais été voir Christian il y a 4-5 ans pour proposer ce sujet sur les épaves. Et voilà, donc moi, je suis plongeur, caméraman, mais je suis un ancien marin aussi. Et donc c'est la vie du bateau, la vie des gens qui étaient dessus, et de remonter les images, et une façon de remonter leur mémoire de ces marins disparus, quoi. La Moco Cadix qui a fait naufrage le 16 mars 1978 au large de Port-Salut en Ploudalmézeau est l'un des plus grands navires échoués au monde, dit-on. Le drame fait aujourd'hui le bonheur des plongeurs. Est-ce qu'on peut dire ça en quelque sorte? Oui, voilà, c'est l'histoire, la catastrophe qui aujourd'hui est utilisée différemment. Et puis c'est l'évolution, quoi. Aujourd'hui, ça devient entre guillemets un terrain de balade pour les plongeurs, effectivement. Ouais. Alors, deux autres épaves font le bonheur des plongeurs, mais aussi des historiens. Celle du Drummond Castle dans l'archipel de Molène et celle nommée ZI-24, près de Saint-Malo. Anne, vous avez longtemps pensé que cette dernière était un galion du XVIIe siècle baptisé César. Oui, tout à fait. ZI-24, c'est un nom un peu barbare. Oui. C'est pour zone interdite et bouée numéro 24, voilà, parce que l'épave n'est pas encore identifiée. Donc, effectivement, on pensait que c'était le César, naufragé en 1692. Et puis, on a fait une campagne de prélèvement dendrologique, donc on coupe des morceaux de l'épave, donc du bois, et puis on compte le nombre de cernes, on compare, et ça permet à la moulinette après d'avoir une chronologie très précise. Et on s'est rendu compte qu'en fait on n'était plus dans la période de naufrage du 1692, mais presque 50 ans après. Donc de ce fait, elle n'est pas encore identifiée. Voilà. On souhaite pouvoir prochainement y retourner pour faire une nouvelle campagne et puis essayer d'arriver à identifier cette épave qui est une très belle épave avec 11 canons. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que chacune de ces épaves fait la grande histoire de la Bretagne en quelque sorte ? Ah oui, tout à fait, oui, parce qu'elle relate vraiment toute une histoire commerciale, une histoire maritime, des échanges, et puis la vie humaine qui se greffe autour. Et la Bretagne, c'est la mer, donc forcément, on y retrouve toute l'histoire de la Bretagne, oui. Ouais. Jacques, vous êtes allé à la rencontre de Michel et Jean-Marie Retornaz à Molène. Ils ont découvert l'épave du Drummond Castle en 1979. Ils ont vu... vos images avec émotion, vos images récentes avec émotion. Les épaves évoluent aussi, justement. Les épaves évoluent c'est ça, elles évoluent au niveau des tempêtes. Et puis il y a l'érosion qui fait, il y a la rouille aussi qui fait que les épaves se tassent et se cassent. Donc effectivement, ce qu'ils ont vu à l'époque, quand ils ont découvert l'épave, et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais bon, ils se sont retrouvés effectivement. Maintenant, c'est vrai que la technologie, les caméras ont aussi évolué, donc on peut faire des images, de belles images. Et puis ils étaient un petit peu émus de retrouver leur épave. Surtout que leur découverte, c'est aussi une histoire humaine et une histoire avec Molène, au sens où on a pu découvrir toute l'histoire de ce bateau anglais qui s'était échoué là. C'est grâce à des gens comme ça qu'on retrouve ces histoires-là. Nous, on suit leurs traces, on ne fait que suivre leurs traces. Moi, je ne fais rien d'autre que de descendre avec la caméra, puis je vous dis, de retracer toutes ces histoires de chasseurs d'épaves, de marins, et de restituer, puis que ce soit un visuel pour tout le monde et pour que ce soit visuel pour le grand public, parce que peu de gens plongent, et c'est bien de montrer ça aussi, de montrer cette culture. Au-delà des images, il y a beaucoup d'humanité effectivement dans ce film. On ressent un vrai respect pour ces épaves de la part de ceux qui les découvrent et les explorent. Et pourtant, Anne, il y a aussi des pillages sur certaines d'entre elles. Est-ce que vous travaillez aussi avec la Dramar justement à la préservation de ce patrimoine ? Bien sûr, c'est une des priorités de la Dramar, préserver ce patrimoine, le transmettre. Et je dirais que la préservation, ça passe par la diffusion auprès du public. C'est-à-dire que le public, une fois qu'il peut s'approprier ces épaves, parce qu'on lui donne l'information eh bien après, il se rend compte que c'est son histoire, c'est son bien. Et que donc, il faut le protéger pour pouvoir le transmettre aux générations à venir, quoi. Donc oui, et ça, pour nous, ça passe vraiment par la diffusion, par la médiation. Donc on commence avec les toutes petites classes. Dès le CP, on leur fait découvrir les épaves de nos côtes, et puis jusqu'aux étudiants et tout public, en fait, voilà, pour qu'ils puissent s'approprier cette histoire-là et de ce fait, de la préserver.
Un petit mot, Jacques, vous vouliez Oui, moi je veux dire chose qu'effectivement, moi je côtoie beaucoup de plongeurs depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, on parle plus de ramasser des choses sur les épaves. Aujourd'hui, on parle de photographe. C'est entré dans, complètement. Dans les pratiques. On parle plus, il n'y a plus d'intérêt, on n'est plus là. C'est vrai, il y a une vingtaine d'années, on disait, on monte un hublot, on monte un petit truc. Aujourd'hui, non, les plongeurs ne remontent plus rien, ils remontent maintenant de l'image. Tout le monde fait de la... Un petit mot rapidement, Jacques, sur une épave particulière qu'on voit dans ce documentaire, celle du sous-marin allemand U-767 coulé le 18 juin 1944 au large de Penvénan dans les Côtes-d'Armor. C'est une autre forme d'exploration historique, là, surtout quand on sait qu'il n'y a eu qu'un seul survivant de ce naufrage, en quelque sorte. C'est une épave qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un copain qui me l'avait fait découvrir, et j'avais été subjugué la première fois que je suis allé dessus. C'était Franck Leven, un très bon plongeur du Finistère Nord, et c'est vrai que j'aime bien les plonger sur cette épave qui est difficile, parce qu'elle est à 70 mètres, et elle est entière, et c'est impressionnant de rentrer dans l'histoire, et de savoir qu'il y a une personne qui a pu en réchapper, et qui est rentrée dans les ordres, je crois, qui a voué le reste de sa vie à Dieu, je crois, parce qu'il y a 70 mètres de fond, ça fait beaucoup quand même pour remonter. Effectivement. Eh ben, merci tous les deux d'être venus nous parler de ce documentaire Nos mémoires enfouies, à découvrir ce jeudi 10 mars à 20h45 sur TBO. Des belles images et des belles histoires, et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'épaves encore à découvrir. Et tout de suite, on passe à l'instant culture. Pierre Madec, vous êtes l'un des organisateurs du salon Peinard BD, qui se tient ce dimanche 13 mars au pavillon à Quimper. Un salon dédié à la bande dessinée et au disque vinyle. Et un salon qui voit grand cette année avec une 50aine d'auteurs invités, c'est ça ? En effet, nous, de notre côté de l'organisation, on en a invité 35, et comme on a aussi eu l'idée de convier avec nous les petits éditeurs bretons, les éditeurs bretons locaux, qui sont au nombre de 8, eh ben, ils ont eux-mêmes constitué un petit plateau, donc ce qui nous monte à un plateau exceptionnel de plus de 50 auteurs. Alors, donnez-nous quelques noms de dessinateurs ou de scénaristes présents cette année. Il y a des beaux noms, il n'y a pas des grands noms comme l'année dernière. On avait quand même eu M. Herman qui a eu le Grand Prix de la ville d'Angoulême cette année, donc c'est dire l'importance de l'homme. Cette année, on n'a pas une telle pointure. Ceci étant, on a quand même Jean-Claude Fournier, par exemple, qui avait été le dessinateur et l'illustrateur de Spirou pendant une dizaine d'années. Mais on a également Fred Simon, Stan Silas, Sébastien Maurice, qui a fait Facteur pour femmes. On a également Hardock, qui fait La guerre du Lulu. On a Jérôme Le Reculé. On a un auteur serbe, Milan Jovanovic, qui vient particulièrement, spécialement pour nous. Et on a également un auteur chinois, j'ai appris ça ce matin. Mais c'est international, alors. Voilà, ça comme devient festival. international. Et on a des scénaristes également, donc de renom, Géry Sautière, Michael Le Galli, Serge Le Tendre, aussi, oui, exactement. En nombre. Vous le disiez, il y a la présence d'éditeurs bretons également. Et des animations tout au long de cette journée. Pas mal d'animations en effet. Alors un atelier manga, notamment pour les enfants, de 10h à midi, de 14h à 16h30. L'espace dédicace, il ouvre à 10h, il fermera à 16h30, 17h. Certains partiront peut-être avant parce qu'il y a des trains à prendre. On a également 2 performances qui vont avoir lieu pendant le salon. Une performance d'un tagger, Ose, qui va réaliser un hommage à Bruno Le Floch, un auteur breton trop tôt disparu, et également un jeune auteur qui s'appelle Eda Viel, qui va faire une performance l'après-midi sur un carton, tout simplement. Voilà. Et puis, signalons que le public peut voter jusqu'à vendredi pour le Grand Prix de la BD bretonne. Vous avez emmené les 6 bandes dessinées qui sont en compétition cette année. Le Grand Prix de la BD bretonne, il faut soit être un breton comme auteur, ou soit que le thème soit lié à la Bretagne. Et cette année, vous avez donc la sélection des 6 titres qui ont été présélectionnés, et on peut voter jusqu'à vendredi, minuit. Après, c'est trop tard et ce sera fini. Et l'auteur qui recevra ce prix sera récompensé dimanche sur place. La remise des prix aura lieu par le maire de Quimper, je crois lui-même, qui fera le déplacement pour dimanche à 12h30. S'il est là. Il y a quelques-uns qui seront là. S'il n'est pas là, ce sera tant pis. On le remettra à quelqu'un d'autre. On remettra à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il aura la charge, comme tous les ans. On lui demandera de faire l'affiche de l'année suivante. Et cette année, donc, on a une belle affiche avec Grégory Panaccione, donc un illustrateur italien, et qui nous a fait également le cadeau de nous offrir un dessin supplémentaire pour un tiré à part qui sera à la vente lors du salon de la bande dessinée.
Et on précise d'ailleurs que le salon Peinard BD est également associé à l'association Leucémie Espoir, Céline et Stéphane, et des produits sont en vente qui iront directement à l'association. Merci Pierre Malek d'être venu donc nous présenter le salon Peinard BD. C'est ce dimanche 13 mars au pavillon à Quimper, et retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site internet tbo.bzh. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel Instant T. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.